Alassane Dramane Ouattara est un malheur que la Côte d'Ivoire a rencontré en 1989. Le président Houphouët-Boigny vieillissant, après un long règne qui avait commencé à la fin des années 50, se retrouve notamment face à une crise économique qui a été engendrée par la manipulation des termes de l'échange entre le Nord et le Sud par les grandes puissances occidentales. Les prix du café, du cacao, du coton, tout ce qui avait fait le boom socio-économique ivoirien des années 60, jusque d'ailleurs au début des années 70, tout cela s'effondre parce que à Paris, à Londres, à Washington, on a décidé tout d'un coup de dévaluer le café et le cacao, de dévaluer toutes ces cultures de rente qui avaient été héritées du système colonial et qui étaient les mamelles nourricières de l'État néocolonial africain ivoirien. Les caisses de l'État sont vides. Félix Houphouët-Boigny est à la recherche de techniciens de l'économie capables de l'accompagner pour négocier le virage dangereux que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Alors même que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les clubs de Londres, de Paris, de Genève et consorts multiplient les conditionnalités pour recoloniser l'Afrique à travers la dette. Félix Houphouët-Boigny, qui est au soir de sa vie politique, commencé avec les combats des années 30 et 40 contre les travaux forcés et les négociations d'indépendance, Félix Houphouët-Boigny a le faible d'avoir admis dans son entourage immédiat une certaine Dominique Nouvian-Folorou, une veuve à peine éplorée, dont les charmes, reconnus, lui ont permis de gravir et de s'infiltrer dans le cénacle politico-économique ivoirien. À travers notamment l'influence de cette femme et de tous les bras secourables qu'elle a su tout naturellement exciter, Félix Houphouët-Boigny s'entend dire qu'il y aurait un voltaïque ayant une bonne connaissance des institutions financières internationales et qui pourrait utilement, dans le cadre du panafricanisme politique, aider la Côte d'Ivoire à négocier le dédale difficile de la détérioration des termes de l'échange, le dédale difficile de la renégociation du rapport de force économique internationale. On a chanté les louanges d'un certain Alassane Dramane Ouattara dans les oreilles du président Houphouët-Boigny. On lui a dit que cet homme avait écrit une thèse de doctorat sur le sujet. The Impact of International Trade on African Economies. Telle était la thèse de 1972, écrite à la va-vite par un certain Alassane Dramane Ouattara, citoyen voltaïque, à l'université de Pennsylvanie, où nous l'avons consulté. Cette thèse de doctorat, qui ne mériterait même pas le statut d'un bon mémoire de master, affirmait que la solution au déséquilibre des termes de l'échange entre l'Afrique et les grandes puissances économiques du Nord était dans l'acceptation de l'Afrique d'entrer dans une coopération patiente, une collaboration patiente avec ces grandes puissances et de connaître une croissance, certes mesurée, mais évolutive, sous la protection des économies occidentales. Alassane Dramane Ouattara, dans sa thèse de doctorat, affichait déjà le principe même de son engagement politique dans le siècle, la soumission au capitalisme, à l'ultralibéralisme, au néolibéralisme occidental. Félix Houphouët-Boigny, qui a été convaincu par les charmes de celle qu'il appelle sa blanche colombe, et par un certain nombre d'autres courtisans, non moins intéressés par le projet de capturer l'État de Côte d'Ivoire à travers cette soi-disant technocratie, nomme Alassane Dramane Ouattara en 1989 à la tête du comité interministériel ivoirien et en 1990, il va le propulser dans les fonctions de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara sera le seul Premier ministre que le président Houphouët-Boigny ait eu tout au long de ses 33 années de présidence de la République de Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara
de sa voix fluette et chantante, accompagnée par les petites sonorités, les sonates de la cantatrice, séductrice, courtisane, Dominique Folorou-Mouvian. Quand Alassane Ouattara arrivait en Côte d'Ivoire, il se déguisa dans les habits du technocrate. Faites-moi confiance, commençait-il. J'ai toujours vécu aux États-Unis, vous savez. Moi, j'ai vécu dans un pays de démocratie, j'ai grandi dans la démocratie, dans le libéralisme économique, dans l'état de droit. Non, 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 non. En Côte d'Ivoire, ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va moderniser l'État. Vous savez, moi j'ai grandi en Pennsylvanie. Non, 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 je connais pas la violence. Je connais pas les micmacs dans la gestion de l'État, c'est la transparence. Vous savez, moi, ainsi parlait-il. Moi, vous savez, un gouvernement, on n'a pas besoin de plus de 15 personnes. D'ailleurs, même 15 personnes, c'est trop. 7 bons ministères et on a un gouvernement parfait. Moi, quand je vais gérer les affaires, vraiment, on va dégraisser le mammouth étatique. Non, 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 non. Vous savez, moi, les histoires de tribalisme, de népotisme, vous savez, je ne sais même plus parler le dioula. J'ai jamais parlé le moré, moi. Non, 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 non. Vous savez, I just speak English. I am an English speaking man. Astafroulay. Côte d'Ivoire. Vous pouvez boire Yako. Voilà comment le ver entra dans le fruit. Voilà comment Django devait être souffert en Côte d'Ivoire. Ouattara était entré. Les opérations par lesquelles cet individu nocif, maléfique, méphistophélique, méphitique, cet individu aux intentions fécales, les manœuvres par lesquelles cet individu devait s'imposer au peuple ivoirien doivent être inscrites dans la Bible de Satan. Il y a un livre qui se promène dans l'ésotérisme occidental qu'on appelle la Bible de Satan. Je pense qu'on doit ajouter un chapitre. Dans la Bible de Satan, là, il doit y avoir le livre d'Alassane Dramane Ouattara. On peut même l'appeler le livre du chameau. Parce que cet homme a apporté à la méchanceté dans le monde des lettres de noblesse. Il a inscrit dans le grand livre de la méchanceté des pages nouvelles. De telle façon que le diable lui-même, dans ses tartares et dans ses enfers, est devenu jaloux de Ouattara. Il ne savait pas qu'on pouvait faire autant de mal, avec autant de facilité et de discipline et de rigueur. Satan même s'est senti menacé. Voici les opérations. Ouattara endort le président Houphouët-Boigny. Il est nommé Premier ministre. Nommé Premier ministre, Ouattara a un problème. Il est originaire de père et de mère de la Haute-Volta, qui devait s'appeler, sous la révolution du président Thomas Isidore Noël Sankara, le Burkina Faso. D'ailleurs, le président Thomas Sankara avait échappé à ce malheur, car il lui était arrivé de proposer le poste de ministre à Ouattara. Ce que Ouattara refusa, car son intention était de mettre la main sur un magot, croyait-il plus gros, le magot ivoirien. Ouattara commence ses manœuvres. Sous couvert de renflouer les caisses de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara crée la carte de séjour. Ce petit document permet à la police et à la gendarmerie ivoirienne de traquer désormais les Maliens, les Guinéens. Traquer désormais les Burkinabés. Traquer les Ghanéens, les Sénégalais. Traquer l'étranger non ivoirien de Côte d'Ivoire. Mais quand il crée la carte de séjour, le motif avancé, renflouer les caisses relativement vides de l'État ivoirien, n'est pas le véritable motif de Ouattara. Ouattara crée la carte de séjour parce qu'il a imaginé une opération maléfique pour constituer son premier bétail électoral, sa première zone, son premier bastion, son premier terroir. Car il n'a pas de terroir en Côte d'Ivoire. Il s'inventera plus tard une histoire de naissance à Dembokro. Il s'inventera plus tard une histoire d'enfance à Dabou. Il s'inventera plus tard une vie qui aurait été passée dans les camions avec son père. Il osera même dire qu'il était baouléphone quand il était petit. Dembokro, moi je parlais baoulé fluidement. Ah, c'est dommage. Hein. Oui, chou, lui répondra sa femme. Parce que c'est elle son répondeur. Il ment et elle confirme. Ouattara crée la carte de séjour. À cause de la carte de séjour,
On se met donc à traquer dans les contrôles aux faciès et aux patronymes toute personne qui porte les noms des pays voisins. Ceci engendre un sentiment de frustration, notamment parmi les Ivoiriens originaires du Nord, qui ont des noms malinqués comme les Maliens, comme les Burkinabés, comme les Guinéens, qui ont des noms qu'on peut retrouver jusqu'au Sénégal et même en Mauritanie. Lors des contrôles aux abords des mosquées, lors des contrôles à la descente des cars de transport entre intervilles, lors des contrôles dans les administrations, les Ivoiriens du Nord commencent à percevoir comme une espèce de confusion entre eux et leurs frères africains venus de la sous-région. L'Ivoirien du Nord se sent contraint de justifier davantage que les autres Ivoiriens de son appartenance à la nation ivoirienne à cause de la pression créée par la carte maléfique de séjour de Ouattara Draman. Une fois que Ouattara Draman a créé ce sentiment de frustration à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, il passe à l'acte 2 de sa haute criminalité politique. Il crée un rassemblement fictif autour d'un document appelé la Charte du Nord. La Charte du Nord, qui est créée par Alassane Draman Ouattara, a pour but de revendiquer les droits des nordistes ivoiriens qui se sentent menacés depuis que la carte de séjour a été instaurée et que la confusion entre eux et leurs frères africains du Mali, de Guinée, du Burkina, etc. s'accélère. Le piège tendu par Ouattara au président Houphouët-Boigny n'est pas clairement perçu à cette époque. Même le successeur du président Houphouët-Boigny, le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, ne se rendra pas compte de ce piège. Car lorsque lui, venant au pouvoir en 1993, va essayer d'insister sur la singularité culturelle ivoirienne, en reprenant un concept qui avait été élaboré par le sociologue, anthropologue et philosophe Niangoran Porquet, le concept d'ivoirité, Alassane Ouattara va se débrouiller pour dire que ce concept d'ivoirité, justement, a été fait pour exclure les Ivoiriens du Nord, alors même que dans la définition culturelle de ce concept, tel que Niangoran Porquet l'avait pensé, ce concept était le métissage des civilisations de la savane, de la forêt, des montagnes et des lagunes. Le concept d'ivoirité était un concept d'intégration culturelle. Dans la facture purement sociologique et anthropologique de ce concept, c'était un véritable concept d'union nationale, un concept de communion nationale. Porquet cherchait à travers ce concept, il cherchait à créer une synthèse de l'identité culturelle ivoirienne, ce qui est quelque chose de légitime lorsqu'on doit construire la nation après l'État, comme cela a été le cas dans la plupart des pays issus du processus colonial occidental. Les nations ont été bâties dans ces pays-là après l'État. Donc il fallait que les intellectuels politiques, il fallait que les hommes politiques conçoivent l'identité de ces nations, dont le tracé des frontières avait fait, pour la plupart, un fait arbitraire. Ouattara guette en réalité le poste de président de la République. Voilà comment, en 1993, en décembre, quand le président Houphouët-Boigny est annoncé décédé, Alassane Ouattara tente son premier coup d'État en plein jour. Il appelle le secrétaire général du PDCRDA d'alors, le ministre Laurent Dona Fologo, qui a témoigné. Il appelle le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes d'alors, le général de brigade Robert Gueye, qui a témoigné. Il met dans son sac celui qui était alors le président du Conseil économique et social, un certain monsieur Philippe Grégoire Yassé. Et avec ces trois personnalités qu'il veut, eh bien, constituer comme un bloc au sommet de l'État, il se propose d'être le successeur du président Félix Houphouët-Boigny, au mépris de l'article 11 de la Constitution ivoirienne, qui dit qu'en cas de décès du président, pendant l'exercice de son mandat, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Alassane Ouattara échoue parce que le président Bédié contrecarre cette tentative de coup d'État, rassemble le peuple ivoirien, rassemble les institutions ivoiriennes derrière lui, exerce l'intérim. Mais Alassane Ouattara, entre-temps, s'est positionné comme une victime. On ne m'aime pas parce que je suis du Nord. Il n'a jamais été du Nord. Il est plutôt du sud-ouest du Burkina Faso.
Du sud-ouest de la Haute-Volta. Il n'a jamais été du nord de la Côte d'Ivoire. Il est du sud-ouest du Burkina. C'est de là qu'il vient. On ne veut pas de moi parce que je suis musulman. Voilà. Si lui là il est musulman, ça veut dire que tout le monde est musulman. Parce que c'est l'une des caves de vin les plus achalandées, les plus diverses de Côte d'Ivoire qu'on puisse trouver. Alassane Dramane Ouattara est un amateur de toutes les choses qu'un bon musulman ne peut pas aimer. Quand on disait qu'Alassane Ouattara était un amateur de tous les meilleurs vins de la terre, les gens ne nous ont pas cru jusqu'à ce qu'on l'attrape publiquement dans un repas officiel en plein New York en train de demander à celui qui sert le vin d'ajouter, de bien doser sa dose. Et rajouter encore. Vous avez vu la vidéo? Alassane Ouattara à table avec les dirigeants occidentaux en train de demander qu'on verse un peu plus du vin dans son verre. Donc, ni du nord de la Côte d'Ivoire, ni musulman. Alassane Ouattara va pourtant essayer de se positionner comme le défenseur des Ivoiriens du Nord. Le défenseur des musulmans de Côte d'Ivoire. Par cette ruse, il va s'attirer la sympathie de ses victimes maliennes, de ses victimes burkinabées, de ses victimes guinéennes, de ses victimes sénégalaises. C'est même par cette ruse que Ouattara va s'attirer la sympathie de tous les résidents de Côte d'Ivoire, origine de l'immigration africaine. Nous, Niamsi ou Cameroun, qui vous parlons ici, avons à un moment donné succombé au charme de cette jérémiade, de ces lamentations victimaires de Ouattara Dramane. Même le cœur du président Laurent Gbagbo, qui est un cœur capable de beaucoup de compassion, va être trompé par Ouattara, puisque Ouattara, dans ces conditions, emmène le FPI à passer avec le RDR qu'il a créé en cassant le PDC-RDR en deux. Il va y avoir une alliance qui s'appelle le Front républicain et qui va s'accorder à boycotter l'élection présidentielle de 1995 contre le président Bédié. Alassane Ouattara, que vous voyez là, a bénéficié de la solidarité du président Laurent Gbagbo parce que lui, Ouattara, avait été exclu de l'élection de 1995. Le président Gbagbo déclarera publiquement, si quelqu'un qui a été Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, il est hors de question que je participe à cette élection dans ces conditions. Ce sont les mots du président Gbagbo. Il est à Abidjan actuellement. Vous pouvez aller vérifier. Mais lorsqu'ils vont au boycott en 1995, le président Laurent Gbagbo se rend compte que Ouattara n'est pas sérieux. Pourquoi il n'est pas sérieux? Parce qu'il laisse tout le dur du travail sur le dos du président Gbagbo. Entre-temps, lui, il s'est cherché pour aller rester à Paris, aller rester à Washington, aller rester au Gabon. C'est le président Gbagbo qui est au dur là-bas, du boycott actif, et bien avec en face de lui, un président Bédié qui bénéficie encore d'une large légitimité et légalité nationale. Voilà comment le fameux Front républicain a vécu. Alassane Ouattara va s'appuyer sur sa soi-disant exclusion. Parce qu'en fait, il n'a pas été exclu. Il a été introduit par césarienne dans la nation ivoirienne. La nationalité ivoirienne lui a été donnée de force par le président Houphouët-Boigny. Il n'a pas consulté les Ivoiriens pour la lui donner. La légitimité politique ivoirienne lui a été accordée par la magnanimité du président Gbagbo qui a accepté de passer alliance avec lui, lui donnant une existence dans le champ politique ivoirien, où il était inconnu au bataillon en 1988. Alassane Dramane Ouattara va donc susciter à l'intérieur de l'armée de Côte d'Ivoire, des forces de défense, un bloc de type ethno-religieux autour de lui. C'est ce bloc qui va faire le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président Bédié, pour le compte de Ouattara. Ouattara auparavant a annoncé « Je frapperai ce gouvernement, il tombera. Je vais rendre ce pays ingouvernable. » Et aussitôt le coup d'État fait, Alassane Ouattara revient précipitamment du Gabon où il était caché chez le père Bongo. Il revient précipitamment et il affirme, il revient de France et du Gabon où il était, et il affirme « This is not a coup d'État ». Vous savez, on connaît l'anglais de Ouattara. L'anglais de Ouattara est réputé transparent. Si vous comprenez le français, ce n'est pas la peine de chercher un dictionnaire quand Ouattara parle anglais. « This is not a coup d'État, this is a révolution ». Voilà comment Alassane Ouattara caractérise le coup d'État du 24 décembre 1999, perpétré par
les cadets militaires originaires du Nord qui ont utilisé le général Gueye comme un voile de façade pour le compte de Ouattara. Et donc, ils pensent que le général Gueye, qui est son faire-valoir, va préparer le fauteuil présidentiel pour qu'il s'y asseye, en fraudant aux élections de 2000 pour l'installer au pouvoir. Malheureusement pour Ouattara, le général Robert Gueye a également pris goût au pouvoir. Et il dit qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui balaye une maison pour que quelqu'un d'autre vienne rester dedans. Alassane Dramane Ouattara entre alors dans un nouveau cycle de coup d'État, qui ne s'arrêtera pas jusqu'à aujourd'hui. Voyons ce qu'il va faire. Contre le général Gueye, en septembre 2000, Alassane Ouattara fomente le complot du cheval blanc. Il essaye de tuer le général Gueye dans sa maison, sur la corniche du plateau d'Abidjan. Le général Gueye en réchappe. Le général Gueye va à une élection face au seul candidat poids lourd auquel il a affaire, le président Laurent Gbagbo en octobre 2000. Il est battu à plate couture, mais il veut proclamer qu'il a gagné. Le président Gbagbo mobilise le peuple ivoirien d'Abidjan. Et une partie des forces de défense et de sécurité bascule en faveur de celui qui a gagné l'élection d'octobre 2000, Laurent Gbagbo. Robert Gueye s'enfuit dans son village de Guessesso, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo entre au palais présidentiel et commence à exercer le pouvoir. Alassane Dramane Ouattara n'en démord point. Il jette ses partisans dans la rue. Ce qui va donner les confrontations extrêmement tragiques d'octobre 2000 et, entre autres, le charnier de Yopougon. Ouattara ne s'arrête pas là. En janvier 2001, Alassane Ouattara est à la manœuvre du complot de la Mercedes noire. Ses partisans qui avaient fait le coup d'État de 99, à partir du Burkina Faso, tentent de reprendre le pouvoir de force en Côte d'Ivoire pour lui. Tout le monde a la vidéo de Koné Zakaria, le plus inculte des militaires détenteurs de galons supérieurs que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Dans laquelle vidéo, Zakaria dit très bien que c'est pour Ouattara qu'ils ont fait tous les coups d'État. Le complot du 6-7 janvier 2001 échoue. Alassane Dramane Ouattara n'en démord point. Alors cette fois-ci, il va bénéficier de l'expérience d'un leader syndical, révolutionnaire, qui croit en sa théorie de la discrimination, en sa théorie de l'exclusion. Guillaume Kibafori Soro. Guillaume Soro, qui s'en est repenti, depuis lors dit « J'ai fait le coup d'État du 18-19 septembre 2002 pour Alassane Dramane Ouattara. » Parce qu'il était exclu et que nous nous reconnaissions dans son exclusion, j'ai risqué ma vie et celle de mes compagnons, ce qui a permis des négociations politiques à partir de 2000 jusqu'en 2007. Et notamment, ces négociations politiques ont permis, après notamment la phase de Pretoria en 2005, que, usant exceptionnellement des pouvoirs de l'article 48 de la Constitution ivoirienne d'alors, le président Laurent Gbagbo autorise à titre exceptionnel le voltaïque Ouattara Dramane d'être candidat à l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire. Oui, le rappel sauve l'âme. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter, bêtement. Alassane Dramane Ouattara construit, le 18 mai 2005, avec son ancien adversaire et ennemi, Aimé Henri Konan Bédié, une alliance du RHDP à Paris. C'est avec cette alliance et un accord qui veut que tous les partis iront au premier tour. Celui qui sera le mieux placé au premier tour sera soutenu par les autres. C'est avec cette alliance qu'Alassane Dramane Ouattara revendique en 2010 une victoire contre le président Laurent Gbagbo. Mais le même Alassane Dramane Ouattara qui nous dit aujourd'hui: les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles du moindre recours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.